Et soyez les bienvenus sur Tonon Alpe Radio. Bonne année 2022 à vous tous. Ma vie d'entrepreneur, nouvelle émission qui met en scène des entrepreneurs au Savoyard. Chaque mois, on donne la parole aux dirigeants d'entreprise. Cette semaine, premier numéro, j'accueille sur l'antenne Monsieur Samuel Mahon-Fontana, président directeur général de Caprod, une entreprise installée à Linge. Bonjour Samuel. Bonjour, merci de m'accueillir et ravi de faire le premier numéro de cette émission. Bienvenue sur l'antenne de Tonon Alpe Radio. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et votre entreprise? Alors oui, donc je suis Samuel Mahon-Fontana, je suis journaliste de formation et de métier. J'ai commencé justement à la radio il y a un peu plus d'une quinzaine d'années en Suisse, avant de travailler à la télévision suisse romande, puis après quelques années en presse locale, au Dauphiné Libéré, puis dans la presse économique, avant d'être nommé à la direction de la filiale télé d'une agence de presse. Voilà. Et donc c'est une société que je dirige entre autres avec beaucoup de plaisir. Et pourquoi avez-vous décidé d'entreprendre ? J'ai rarement réfléchi autrement qu'avec un esprit d'entreprise. Alors effectivement, j'ai été évidemment salarié dans des entreprises, mais j'ai toujours eu ce goût de la création très tôt. Je pense que j'ai dû créer ma première structure en 2009. Très tôt, j'ai toujours eu ce goût d'entreprendre, de créer, d'innover, de faire des choses un peu par moi-même. Il y a rien de plus gratifiant que de créer et de proposer quelque chose pour lequel on doit rien à personne, entre guillemets. On va sur un marché, on crée quelque chose, on crée une valeur. Et ma plus grande fierté, c'est que cette valeur, elle emploie des gens. Et que de salarier, de créer de l'emploi, c'est vraiment quelque chose de très, très gratifiant. Vous pouvez nous raconter le début de lancement de votre entreprise, les principaux challenges auxquels vous avez dû faire face ? Alors, sur Caprod, l'entreprise existait déjà avant que je sois nommé à la direction. Mais le gros challenge, ça a été de vraiment réorganiser l'entreprise pour qu'elle soit la plus productive, la plus créative, également pour sans cesse se remettre en question, pour pouvoir aussi être proactif, imaginer un peu les évolutions. Et puis je pense que le plus gros travail, c'est d'avoir une vision à long terme. Moi, j'essaye d'avoir des business plans sur mes différentes entreprises sur 5 à 10 ans, parce que je suis persuadé qu'un patron, c'est pas celui qui est le plus autoritaire, c'est celui qui va avoir le regard qui porte le plus loin. Et puis celui qui va amener le plus loin ses employés finalement. Donc c'est vraiment avec ce postulat-là que j'essaye de travailler. Et c'est ça, je pense, le challenge, c'est de toujours essayer d'avoir une vision la plus lointaine possible pour pas se reposer sur ses lauriers s'il y en a, et à l'avancer le plus loin possible. Vous êtes combien de salariés chez Caprod ? Alors chez Caprod, on est 6 salariés permanents, et on travaille avec à peu près 150 intermittents à travers la France et également dans quelques pays frontaliers. Quel est votre quotidien professionnel ? Alors, moi, ce que j'aime dans l'entreprise, dans le fait d'entreprendre, c'est que chaque jour est complètement différent. Alors en plus, je dirige aussi d'autres entreprises, donc le panel d'activités est énorme. Alors, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Le quotidien, c'est de régler des imprévus, que ce soit des imprévus qui viennent, je sais pas moi, de l'URSSAF, de Pôle Emploi, de l'administration qui se trompe ou qui demande des choses complémentaires. Là, c'est un peu le quotidien finalement. Ce qui fait le plus, ce qui remplit le plus les journées, c'est de régler des problèmes. Mais vraiment, le quotidien, ça va être justement de dire aujourd'hui, je sais pas ce qui va se passer, mais on va créer des choses. Et c'est vraiment, c'est vraiment ça qui est stimulant. On parlait d'imprévus, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la gestion quotidienne de vos entreprises finalement ? Alors on est quand même dans un système entrepreneurial qui est très lourd administrativement. Parfois, j'ai coutume de dire que l'administratif plombe un peu la créativité parfois, parce que rien que sur les aspects légaux, administratifs, déclarations, etc. Ça prend du temps. C'est quand même quasiment 2 temps plein, en tout cas chez Caprod. Une directrice administrative et financier et une assistante de direction qui travaille vraiment sur ces aspects-là. Donc c'est peut-être ça qui est le plus qui
crée le plus de surprises au quotidien. Maintenant, le plus difficile, c'est de mener la barre pour qu'on n'ait pas de mauvaises surprises qui amènent à impacter les employés et puis impacter la santé de l'entreprise. Donc c'est vraiment toujours être le plus réactif possible. C'est peut-être ça. Parfois c'est décourageant, mais il faut avancer. La crise actuelle a-t-elle affecté votre manière de travailler ? Complètement. Alors entièrement. On a du jour au lendemain, comme beaucoup d'entreprises, comme la majorité des entreprises, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec zéro de chiffre d'affaires. Là, il faut réagir. Donc effectivement, il y a eu des aides de l'État qui, là-dessus, ont beaucoup aidé, mais c'est pas avec 1500 € d'aide qu'on peut continuer à payer les charges. Donc il faut se mettre en mode survie. C'est ce qui s'est passé. Donc on a fermé l'entreprise déjà avant les confinements. Dès les premiers signes de cette crise sanitaire, on a mis le plus possible les employés en télétravail. Pour pouvoir garantir la sécurité de tous. Et puis quand il y a eu les confinements, là on s'est mis en mode survie. Alors oui, effectivement, on a eu des aides. Alors on a eu les aides de l'État. Ensuite, les aides les plus difficiles à obtenir, ça a peut-être été les PGE et les aides des banques qui sont là, elles-mêmes étaient très frileuses, donc c'était parfois compliqué. Donc il fallait se battre sur ce front-là, mais en même temps être en mode survie pour se dire ok, maintenant on se réinvente complètement. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que du coup, Caprod, c'est une société de production audiovisuelle, c'est la filiale télé d'une agence de presse, donc on fait du documentaire, on fait du magazine, de l'émission d'information. Donc évidemment que c'était complètement impacté parce qu'on ne pouvait plus tourner, on ne pouvait plus faire d'émissions. Donc il fallait réfléchir au modèle. La société, elle a 10 ans. Pendant 10 ans, historiquement, nos clients étaient principalement des chaînes de télévision. Donc on travaille beaucoup avec France Télévisions. À une période, c'était beaucoup Arte. Voilà, ça dépend. Mais c'est des grosses chaînes, quoi. Mm-hmm. Et donc, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on change comme modèle pour continuer d'avancer ? Parce que on a perdu plus de 30% de notre chiffre d'affaires sur l'année 2020. Donc, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que il faut continuer d'avancer. Voilà. Ouais. Donc, le mode survie, ça a été ça. En confinement, tout le monde était en chômage partiel. On a essayé d'accompagner aussi les intermittents. C'est un statut un peu spécial. Ce sont nos salariés, mais ils travaillent pas que avec nous. Donc on a essayé de les accompagner du mieux possible, comme on pouvait. On faisait de la veille sur les aides, etc. Mais nous, en tout cas, au niveau direction, on s'est mis en mode survie. Pendant le confinement, on était chacun chez nous, en visio. On est trois associés mandataires sociaux. Et on s'est dit, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on sait faire ? Qu'est-ce qui est porteur ? Qu'est-ce qui fonctionne un peu moins bien ? Et dans quelle direction aller ? Et du coup, on a créé 4 nouvelles familles d'activités. Enfin, on a en tout cas créé 4 départements qui nous ont permis de nous réinventer complètement. Et finalement, on a réinventé le business plan. On s'est dit, on va transposer nos techniques de documentariste sur du corporate. Donc au final, nos techniques, comment est-ce qu'on fait du documentaire, comment est-ce qu'on raconte des histoires, on s'est formé au vidéo storytelling parce que finalement, faire un documentaire, c'est raconter une histoire, mais on peut aussi raconter l'histoire d'une entreprise. Donc on s'est aussi ouvert à ce marché-là, ce marché du storytelling, donc plus corporate. Donc on a créé une activité dédiée à cela. On a créé une activité dédiée aux formations puisque c'était quelque chose qu'on faisait déjà. Donc on a demandé des agréments. On a été une des premières entreprises, on a été dans les 200 premières entreprises de France à être labellisée Calliope, bien avant que ce soit obligatoire, ça l'est depuis le 1er janvier là. Donc c'est l'agrément qui permet de donner des formations professionnelles, des formations continues professionnelles. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait pendant le confinement. On était en télétravail, on était au chômage, mais les mandataires sociaux ont bossé là-dessus dans leur modèle social pour se dire dans quelle direction on va. Et notamment dès qu'on a rouvert, on a travaillé sur cet agrément Calliope. Et en fait tout était prêt. Moi j'ai passé mon confinement à réécrire un business plan avec des nouveaux marchés à explorer. Donc on s'est complètement réinventé, changé notre modèle économique et puis ça a bien fonctionné ce pari puisque là on clôt l'année 2021 avec une hausse de 75% de chiffre d'affaires. Donc on a retrouvé ce qu'on avait perdu et on a renoué avec la croissance. Donc effectivement, la crise a eu un impact. Alors on a frôlé la catastrophe, comme beaucoup d'entreprises. Mais voilà, ce boulot-là de fond pendant le confinement nous a permis de nous réinventer et de poursuivre notre développement. Et de rebondir finalement. Rebondir complètement, oui. Un nouveau partenariat avec France 3 pour réaliser et produire un programme court, Aronime, c'est ça ? Aronime, oui. Aronime. Tout à fait. Alors ça, c'était quelque chose sur lequel on a travaillé pendant plusieurs années. Un programme didactique. On voulait quelque chose sur le patrimoine. Donc
pendant un moment avec France 3, on réfléchissait à quel programme dans cette veine-là un peu pédagogique on pouvait faire. Et puis on a fait plusieurs pilotes, on a beaucoup travaillé sur le format. Et puis on s'est mis d'accord sur finalement une question que tout le monde se pose, c'est pourquoi cette montagne elle s'appelle comme ça. On se la pose, mais finalement on se la pose pas forcément consciemment. On se dit tiens c'est marrant, elle s'appelle comme ça. Puis on s'arrête là. Et bien nous en fait on se propose de répondre à cette question-là, dire pourquoi telle montagne s'appelle comme ça. C'est très fédérateur les montagnes. Hein. On est dans la région la plus montagneuse d'Europe. Et donc effectivement on s'est mis d'accord sur le format un peu avant la crise. Et donc du coup à la sortie de la crise, on a repris les tournages été 2020, première saison qui est sortie effectivement fin 2020, et puis la saison 2 là qui vient, la diffusion vient de se terminer pour la saison 2, et puis effectivement on a certains territoires qui commencent un peu à nous parler d'une saison 3 parce qu'on couvre un peu toute la région Auvergne-Rhône-Alpes avec cette émission. Donc voilà, certains territoires commencent un peu à nous dire alors saison 3 ou pas, donc on est en train de travailler dessus, et puis on travaille aussi sur d'autres pilotes à la demande de France Télévisions sur des programmes courts dans cette veine-là un peu pédagogique, un peu ludique. Il y aurait déjà une saison 3 avec donc d'autres territoires, peut-être l'Ardèche. C'est pas confirmé encore. On en discute en général en début d'année, enfin vers le printemps. Mais voilà, c'est en tout cas, nous on a déjà des demandes, donc c'est dans les tuyaux, quoi, si je puis dire. Quels sont vos autres clients? Peut-être des nouveaux partenariats pour 2022? Alors, du coup, effectivement, historiquement, on travaillait surtout avec des chaînes de télévision. Et comme on s'est ouvert à d'autres marchés, c'est vrai que maintenant, on travaille aussi avec des belles entreprises pour du storytelling ou de la création de contenu audiovisuel. Donc, c'est vrai qu'on a quelques clients sympas. Je pense à Winamax, à Publicis. Je pense à Bolloré Thin Peppers, par exemple, les papeteries du Léman. Voilà, c'est quelques clients à qui on produit du contenu ou à qui on fournit des compétences. Donc effectivement quelques clients du milieu entrepreneurial. C'est vrai que quand on est une entreprise et qu'on a parmi ses clients des entreprises du CAC 40, ça fait toujours plaisir. Vous avez donc peu de clients finalement sur le Chablais ou la Haute-Savoie? C'est ça le grand drame finalement, parce que c'était un constat. Hein. Donc historiquement la société était basée à Paris et dans le nord de la France. Moi j'ai voulu déplacer le siège ici parce que je suis natif de la région. Je voulais revenir, j'étais un peu fatigué de la capitale. Je voulais revenir là. On a déplacé le siège social et le constat ça a été de se dire mince, en fait on a peu de clients sur notre territoire. Et c'est très frustrant. On travaille avec le national, avec l'international. On vend même des choses parfois à CNN. Là, dans le Chablais, moi, je suis né ici et on avait quasiment pas de clients ici. Donc, du coup, on a travaillé aussi sur cette thématique-là. Et notamment, on a créé un lieu dédié à l'entrepreneuriat. C'est là où on a installé notre siège social. On s'est dit, on va prendre des bureaux plus grands que ce qu'il nous faut et on va créer un lieu vraiment à part entière, un lieu dédié à l'entrepreneuriat, à l'esprit d'initiative, aux porteurs de projets. Et puis, on a créé un club d'affaires pour réseauter sur le territoire et ça nous permet un peu de développer les clients locaux, ce qui est plaisant pour un Chablaisien, quoi. Et puis il n'y a pas de chaîne locale, hein. Ça serait bien d'avoir peut-être une chaîne locale sur le secteur. Alors sur le secteur c'est le modèle économique des chaînes locales, c'est très compliqué, c'est très difficile. Vous en savez quelque chose, j'imagine. Les médias locaux, c'est très difficile. Pour autant, on a la chance quand même en Haute-Savoie et en Savoie, en tout cas sur le territoire des Pays de Savoie, d'avoir Huit-Mont-Blanc, qui est une chaîne historique, qui est une des plus anciennes chaînes de France. Hein. Je crois même que c'est la plus ancienne à être toujours en activité, hein, à vérifier, mais en tout cas c'est une institution, quoi. Et c'est vrai qu'on est très fiers de travailler avec eux de temps en temps. Alors, on a une émission avec eux qui s'appelait Éclat de lire, qui était une émission consacrée à la littérature chez les jeunes. Pareil, quand j'ai repris la société, moi j'avais envie de travailler avec des acteurs locaux proches du territoire. Et donc c'est vrai que c'est une émission qu'on a réalisée pour eux pendant 4 saisons. 4 ans et qui a été ensuite adapté sur d'autres chaînes ailleurs en France, mais qui marchait très bien. Et c'est vrai que c'est un peu une fierté de travailler avec le local. Huit-Mont-Blanc, c'est une chaîne incroyable qui est en train de prendre un virage sur le digital incroyable. Et c'est vrai qu'on discute assez souvent avec le PDG pour voir ce qu'on fait ensemble, ce qu'on continue de faire. C'est vrai que Éclat de lire avait bien fonctionné. On avait même eu un label européen pour féliciter ce programme. Donc c'était une belle émission qui s'est arrêtée par faute de financement. On revient au modèle économique local qui est difficile. Mais voilà, c'est vrai qu'on a Huit-Mont-Blanc sur le territoire et c'est un peu une fierté d'avoir un média comme ça. Mais c'est vrai que sinon,
en web télé ou en petite chaîne locale, on n'est pas du tout dans le même esprit qu'aux États-Unis, par exemple, où ils ont des chaînes télé ultra locales dans n'importe quel patelin, mais parce que c'est une autre logique de territoire. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans cet esprit-là. Bon, on a quelques médias locaux, et Dieu merci. Il en faut aussi. Il en faut, qu'il n'y ait pas que de la PQR, de la presse quotidienne régionale ou de la presse hebdomadaire print, mais qu'il y ait aussi un peu de l'audiovisuel, comme vous, comme Buton Blanc. Et heureusement, on est quand même sur un territoire très très riche. Du coup, c'était encore plus frustrant de pas suffisamment travailler avec les locaux. À l'heure actuelle, avez-vous des concurrents sérieux sur le marché, et quelle serait d'après vous la différence entre vous et ces concurrents ? Alors, le marché de l'audiovisuel est en pleine transformation. Il y a les chiffres de l'Observatoire de la filière image qui sont sortis récemment. On était à la conférence de presse pour les présenter avec Citia, qui est l'organisme qui chapeaute un peu la filière dans la région. Et on voit vraiment qu'il y a une progression, qu'il y a une création. Et au final, en fait, si on peut résumer, un peu caricaturer un petit peu le marché, on a vraiment une croissance des auto-entrepreneurs qui sont quasiment aussi nombreux que les entreprises, les sociétés d'exploitation sur le département. Donc c'est vraiment ce nouveau format d'entreprise. C'est l'entrepreneur individuel qui arrive sur un marché et qui chamboule un peu les codes. Alors il peut répondre à des demandes auxquelles nous on va pas pouvoir répondre. J'ai parfois des demandes de devis en disant alors il nous faut du drone, il nous faut 2 équipes au sol et j'ai un budget de 300 €. Ça fait un peu juste. Alors, dis donc, on est très très loin de la convention collective. Nous, on est obligé de respecter des salaires. Eux peuvent répondre à des demandes comme celle-ci, heureusement. Mais c'est vrai que le marché, du coup, est un peu en train de se précariser avec certains statuts. Et c'est, je pense, quelque chose à laquelle il faut faire attention, parce que c'est super d'avoir un modèle pour pouvoir vivre d'une passion. Mais par contre, si c'est précarisant pour soi-même et puis aussi pour le marché, ça peut devenir dangereux. Donc je dis pas que je suis pas alarmiste, mais disons que je dis que si on peut constater quelque chose sur le marché, c'est ça, c'est vraiment cette transformation avec une multiplication de petits entrepreneurs qui n'ont pas les mêmes charges qu'une société d'exploitation, les impôts, etc. Donc ils ont plus de réactivité, mais en même temps, ils grignotent un peu des parts de marché. Donc c'est délicat. Maintenant, pour répondre à la question, moi je sais pas du tout, on va pas du tout répondre aux mêmes choses. On va pas répondre du tout aux mêmes demandes. Pour autant, on se retrouve parfois en concurrence avec des auto-entrepreneurs qui sont bien moins chers parce que ils ont pas du tout les mêmes charges en micro-société, en micro-entreprise. Mais voilà, il y a la qualité aussi, je pense. Comment ? Il y a la qualité aussi qui est pas pareille. C'est ce qu'on essaye un peu de mettre en avant. Nous, on travaille en télévision, donc on a une rigueur, une éthique, une déontologie journalistique. On a tout ça. Alors le matériel, maintenant, il est accessible. Maintenant, tout le monde a un iPhone, donc il se dit j'ai une caméra dans ma poche. Donc c'est accessible, mais au-delà du matériel, il y a un savoir-faire éditorial. Nous, on travaille en télé. Mes collègues, ils ont fait des écoles de cinéma, ils ont fait des écoles de journalisme, ils ont fait des écoles liées à l'image. Voilà, il y a un savoir-faire. Et comme on est plusieurs salariés, chacun a ses compétences. Et on n'est pas un homme orchestre qui bricole un peu tout. Donc effectivement, il y a cette qualité-là, en tout cas cette exigence. Et c'est aussi pour ça que moi, j'aime beaucoup travailler avec France Télévisions, et c'était un peu un objectif quand j'ai repris la société. Je me suis dit, on va travailler pour le service public parce qu'ils ont une exigence de qualité qui est énorme. Et ça met les challenges très très élevés. Et là, ça met la barre très haute. Et donc, on se dit, quand on rentre dans ces standards-là, c'est qu'on peut se dire que on fait du bon boulot et on peut être fier de ses équipes. Parce que c'est vrai que les programmes, quand les gens ils regardent la télévision, ils doivent penser que c'est France 3 qui les fabrique. Oui. Et là, on voit pas de différence finalement. On voit pas que c'est vous. Oui. Alors je vais péter je vais exploser une idée reçue. Mais ce que vous regardez à la télévision, ce n'est quasiment jamais fabriqué par les chaînes de télé. Pour prendre l'exemple de Koh-Lanta, Denis Brognard, il est salarié par TF1. Il fait les voix off. Voilà, mais finalement, c'est le seul qui est lié à la chaîne. L'émission, elle est fabriquée par Adventure Line Production, qui est une société de production qui fait des émissions de ce genre-là, mais c'est pas la chaîne qui les fabrique. Et quasiment aucun programme n'est fabriqué par la chaîne en direct. Et ce sont plein de sociétés de production, comme la nôtre.
Alors nous, on ne fait pas du divertissement, on fait de l'information. Mais voilà, c'est nous qui avons les idées, qui en discutons avec les jeunes. Tiens, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tiens, j'ai eu cette idée de programme. Tiens, j'ai ce scénario de documentaire. Voilà, qui avons les idées, qui le fabriquons et qui le livrons. Voilà. Et c'est vrai que ça, les gens s'en rendent pas forcément compte. C'est ça. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions pour l'avenir? Mes ambitions, c'est de continuer à grandir. On a beaucoup de projets sur 2022, notamment c'est un petit groupe multimédia. Caprod fait partie d'un petit groupe. On va se développer dans d'autres directions. On va se développer également sur le côté suisse. On a beaucoup amorcé ça. C'est aussi quelque chose qu'on a accéléré avec la crise sanitaire. C'est de dire, on est juste à côté de la Suisse. Moi, j'ai fait toutes mes études en Suisse. C'est un marché qu'on connaît, avec lequel on travaille. Enfin voilà, on est sur ce marché-là de manière un peu sporadique. Du coup, on l'a développé. On a créé une filiale à Lausanne pour vraiment s'intégrer sur ce marché-là. Donc, développer ce marché-là. On a deux nouvelles sociétés qui devraient voir le jour dans le groupe probablement dans l'année 2022, pour continuer à se développer sur tous les supports. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse, de s'intéresser à tout support possible. Là, on travaille beaucoup en télé sur Caprod, mais il y a plein de supports différents. Moi, j'ai envie de beaucoup creuser sur le cross-média, amener les journaux papier à faire un peu de vidéo, à faire un peu des podcasts. C'est ce qui se dessine un petit peu, mais voilà, être peut-être force de proposition et puis un peu apporter une expertise pour développer ce cross-média. Merci Monsieur Maillon-Fontana. Je le rappelle, vous êtes le président directeur général de Caprod. Merci d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt. Merci, j'ai été très bavard, mais c'était un plaisir. C'est un plaisir aussi. Un podcast à retrouver sur tononalperadio.com, bien sûr, bien évidemment. Merci à vous. Merci.